Aujourd'hui, dans les talents du sport, nous recevons Magali Rousseau. Allez, un peu de mémoire, on creuse. Olympienne à Pékin en 2008, sur 200 mètres papillon, on va vérifier quand même. Fille de l'ancien nageur olympique Michel Rousseau. Ah, vous le saviez pas ? Elle a consacré sa jeunesse à la quête de la performance et du très haut niveau. Après avoir connu les exigences de la natation de compétition, les succès, mais aussi les blessures et les remises en question, elle a su rebondir dans une autre discipline, le sauvetage sportif. Ça vous parle pas ? On va en parler également. Un choix qui l'a mené au sommet mondial. Ouais, rien que ça. On va parler passion, on va parler sacrifice, on va parler victoire, échec, reconversion et de la vie après le sport de haut niveau ou même le sport tout court. Magali Rousseau est notre invitée aujourd'hui dans les talents du sport. Je suis Fabrice Arad, bienvenue sur Radio Sport. Bonjour Magali, comment vas-tu Magali ? Écoute, je vais très bien, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors on se tutoie, c'est une question qu'on s'est posée avant de démarrer, parce que on sait plus, à la télé on dit vous, mais dans la vraie vie on se croise, on se connaît, on se dit tu, et en fait on va se dire tu. Moi je trouve ça plus naturel. Plus naturel. Alors, dans les questions, dans les talents du sport, on est là pour te découvrir. Si je te donne 20 secondes pour présenter Magali Rousseau, ça donne quoi ? Waouh, 20 secondes. Je dirais ancienne sportive de haut niveau, tout récemment retraitée. Et aujourd'hui, je suis une femme qui est en quête de construire sa nouvelle vie, voilà, qui a déjà été en reconstruction depuis quelques temps, mais je suis en quête vers de nouveaux objectifs, de nouvelles choses dans ma vie. Voilà. On va reprendre le fil, le principe, et on repart de zéro ou presque. Ton premier souvenir de sport, enfant, c'est quoi ? C'est papa qui est athlète ou c'est toi qui fais quelque chose ? Enfant, en fait, moi, j'ai pas connu mon père en tant qu'athlète, j'étais pas encore née. Par contre, je connaissais sa carrière d'athlète à travers les gens. Tous les gens, quand j'étais petite, venaient me parler de mon père, me disant « Ah, mais t'es la fille de Michel Rousseau, oh, le grand champion Michel Rousseau ». Et donc, du coup, moi, c'est un peu c'est l'image que j'ai de mon père. Mon père, je lui ai un petit peu reproché récemment, il a pas gardé ses médailles, il a pas gardé ses vidéos. J'arrive à avoir quelques photos, des coupures de presse maintenant à travers les réseaux sociaux avec les gens qui partagent ça. Mais je lui ai dit, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de toi en tant qu'athlète. Et donc voilà, donc moi c'est beaucoup à travers les gens, ses amis, les gens extérieurs, et ce que j'arrive à récupérer de lui et les anecdotes quand il raconte aussi ses anecdotes avec des potes de temps en temps. Alors du coup, le sport à la maison, toi tu n'as donc pas connu papa champion, ça commence par quoi ? On te met à la plouffe, à la piscine direct ou... Ouais, en fait, moi, dès toute petite, on a habité à côté de La Rochelle et on avait une piscine là-bas. Et mon frère et moi, nous a appris à nager très tôt, juste pour une question de sécurité, pour pas qu'on risque de se noyer. Donc moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais tout le temps mes brassards, mes palmes quand j'allais à l'eau. Et puis au fur et à mesure, on m'enlève les brassards et puis je me rends compte que je flotte et que ça fonctionne. Et heureusement que mon père avait fait cet effort-là de nous apprendre à nager tôt. J'ai un souvenir de moi, très petite, qui faisait du vélo autour de la piscine, qui tombe dans la piscine habillée et qui en fait finalement je m'en sors, je ressors de la piscine toute seule. Je pense qu'un enfant ne sachant pas nager à cet âge-là aurait eu des gros problèmes. Là, on parle de loisirs, la piscine, on apprend à nager, c'est les vacances, quand il fait beau, on est. Et il y a un souvenir précis du démarrage de la piscine pour quelque chose de plus sérieux ? Ou t'as fait un autre sport peut-être ? Moi, j'ai fait pas mal de sport en étant petite. Et moi, j'ai plus un souvenir de moi faisant de la danse quand j'étais toute petite. J'ai commencé par la danse classique. Et donc, j'ai des souvenirs de moi en danse classique. Ouais, exactement. Non, j'avais pas le tutu, mais oui, j'adorais ça. Moi, je passais mes journées à danser. Je mettais la musique, je dansais, voilà. La natation, c'était pas forcément la chose vers laquelle je me serais orientée moi-même, étant petite. Mais c'est vrai que je pense que, étant petite, mon père et mes parents ont voulu nous faire plein de sports. Et la natation faisait partie d'un de ces sports aussi, voilà, pour nous inculquer cette culture sportive. Et puis, je pense que malgré tout, voilà, il y avait ça aussi derrière. Alors du coup, on t'a un peu poussé vers la natation ? Un peu poussé, oui. Enfin, moi, je me serais pas inscrite à un club de natation par moi-même. Hein. T'as pas demandé ça à l'école, quoi. J'avais pas demandé ça. Donc, je pense que oui, mes parents nous ont inscrits au club de natation. Et moi, les premiers souvenirs que j'ai en club, c'était à Paris, au Racing Club de France. T'as quel âge à ce moment-là ?
8 ans, je crois. Ouais. Ouais, je crois que c'est les premiers souvenirs que j'ai en club où j'allais le mercredi après-midi. La nounou nous amenait à la piscine. On nageait. C'est cette piscine souterraine, tu la connais. On était au Racing Club de France il y a pas longtemps, et rue Éblé. Et voilà, c'est mes premiers souvenirs. Alors à cette époque-là, j'ai commencé la compétition, je crois, à 9 ans. Après à Montpellier. Mais à 8 ans, voilà, j'étais en club, je nageais une fois par semaine. Et il y a un moment où on comprend qu'on est meilleur que les autres ou qu'il y a quelque chose? Il y a un tilt ou c'est les autres qui te disent qu'il y a un tilt? Non, c'est plus les autres. En plus, moi, à l'époque, je pense que jusqu'à mes 14-15 ans, je m'entraînais beaucoup moins que les jeunes de mon âge. Tu dansais encore, c'est ça? Et je dansais jusqu'à mes 14 ans, je crois que je dansais encore. Moi, j'adorais aller au conservatoire danser. Et si je pouvais louper un entraînement, j'essayais toujours de négocier. Déjà, je m'entraînais moins que les autres, mais en plus, je négociais toujours pour louper des entraînements. Par contre, je loupais aucun entraînement de danse, aucun cours de danse. Et donc, je m'entraînais moins que les autres. Donc, forcément, j'étais j'étais moins forte que les autres. Mais par contre, je pense que j'étais plus fluide dans l'eau. Plus grande, ou il y a eu une notion de physique ou pas du tout? Je pense que j'étais assez grande, ouais, pour mon âge. Mais par contre, j'étais toute fine. Ah, j'étais toute maigrichonne. Je devais faire la moitié des filles à côté de moi. J'avais aucun muscle. Voilà, peut-être toutes les filles à côté avaient commencé la musculation. Moi, je faisais de la danse classique. Mes professeurs de danse classique, même, que j'étais plutôt forte en danse classique au conservatoire. Et elles allaient voir mes parents, enfin ma mère, pour dire ça serait bien peut-être qu'elle arrête la danse. En tout cas, faut faire attention qu'elle prenne pas trop de muscles, parce que là, elle a le physique parfait pour danser, mais si elle prend trop de muscles, ça sera raté, quoi. Voilà. Il y a eu c'est une période où il y a eu un choix à faire, où on t'a aidé à le faire, où on t'a regretté qu'il y ait un choix à faire? C'est un peu flou dans ma tête, mais oui, il y a eu un choix à faire. Je crois que c'était quand j'étais en 3e, entre la danse et la natation. On m'a dit, c'est soit tu continues les deux pour te faire plaisir et t'iras jamais à haut niveau dans l'un des deux, soit tu te mets à fond dans l'un des deux. Mais pour moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi le choix s'est porté vers la natation. Je pense qu'il y a eu ce côté aussi de me dire, mes parents m'ont dit, si tu fais la danse, tu te retireras jamais aux Jeux Olympiques, en fait. Donc, voilà. On y vient. C'est un rêve olympique qui peut pousser à dire, allez, natation? Ouais, je pense qu'il y a ça. Effectivement, quand t'es un athlète, quand t'es petit, tu vois les Jeux Olympiques. Et moi, je regardais les Jeux Olympiques, c'était en 2000. Il y avait les Jeux Olympiques de Sydney. Je crois que c'est les premiers que j'ai vraiment regardés avec les légendes qu'on a eues en natation à cette époque-là. Il y avait Yann Thorpe. Ouais, ça a été un déclic, je pense, à ce moment-là où tu regardes, t'as les yeux qui pétillent devant l'écran et tu dis « Waouh !» Est-ce qu'un jour, je pourrais faire ça? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as regardé des images, ou tu as pu voir des images de ton père ou pas du tout? À cette époque-là, je n'ai pas vraiment vu d'images de mon père, je crois. Parce que mine de rien, on a un papa champion. On se dit, il y a quand même un peu quelque chose de la famille. Est-ce que ça joue dans la tête ou pas plus que ça? Forcément, mais ça joue plus d'un côté où je me dis, c'est un peu la route tracée, en fait. C'est, moi, je suis la fille de Michel Rousseau, ancien grand champion de natation. Finalement, c'est un peu la route qui m'est tracée. Et je pense que quand on est jeune, c'est difficile de faire un choix qui vient vraiment de soi. On est très influencé aussi par le contexte et par l'extérieur. Peut-être d'une bonne façon, hein. Peut-être que ça a été bien que je sois influencée à ce moment-là, mais voilà. Si on prend donc, t'as quel âge, là? Oh non, on est obligé de dire. On n'est pas obligé. Non, 38 ans. Non, pas aujourd'hui. Je ne voulais pas ton âge d'aujourd'hui. À l'époque, tu as 14 ans. Quand je fais mon choix, je crois que je suis en 3e, donc je crois que c'est 14 ou 15 ans. Ouais, Et à ce moment-là, est-ce qu'on comprend qu'il va falloir faire des sacrifices? On comprend qu'il va falloir faire des sacrifices. Pas tout de suite, parce que j'ai passé une année où j'ai arrêté la danse classique. Donc en fait, je nageais 5 fois par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Je crois que c'était en classe de 3e. Mais malgré tout, et puis j'étais pas hyper impliquée. Enfin, je veux dire, je me faisais pas mal à l'entraînement. Je voyais les jeunes de mon âge qui étaient au championnat de France, ils se faisaient mal à l'entraînement, ils s'entraînaient 2 fois plus que moi. Moi, j'étais plus contente d'aller à l'entraînement pour aller voir mes copines, en fait. Et puis, j'étais contente quand l'entraînement était fini. Donc voilà, c'était plus mon état d'esprit quand j'étais en 3e. Mais alors du coup, les journées d'entraînement, il y en a pas beaucoup. C'est quoi? C'est pas encore le vrai boulot qu'il faut pour aller plus loin.
Non, je pense que c'est pas encore à ce moment-là, je suis pas dans une démarche de haut niveau, mais je pense que mon père m'a beaucoup protégée parce qu'il a vu énormément de jeunes, et il connaissait très bien le milieu et il savait que c'est un âge où en fait il y a énormément de jeunes qui étaient cassés. Quand on voit un potentiel à cet âge-là, beaucoup de jeunes ont été poussés vraiment très fort très tôt, et en fait c'est là où soit mentalement ça passe pas, soit il y a une très grosse progression mais derrière ça progresse plus, soit il y a des blessures physiques qui arrivent très vite. Donc il a voulu me protéger pour m'éviter tout ça et pour que je puisse avoir aussi une enfance normale, parce que moi je suis contente d'avoir pu aller au boom des copines, d'avoir pu partir en vacances. Les soirées pyjama, c'est ça? Ouais, exactement. Ce que sûrement les filles de mon âge qui derrière qui faisaient du haut niveau en natation n'ont pas pu faire à cause ou grâce, elles ont sûrement vécu des très bons moments avec leur sport mais. Et donc pour fabriquer une championne, il va falloir quand même faire plus dur, c'est ça? Ouais, il va falloir à un moment donné. L'idée, c'est de se dire, il faut, si tu veux aller à l'étape supérieure, maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à accélérer. Alors, ça se passe comment? C'est les parents qui te disent, bon, allez, chérie, écoute, c'est bien gentil, là, mais il va falloir s'y mettre, ou qu'est-ce qui a déclenché le fait que là, maintenant, on change les règles? En fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à cette époque-là, en 3e. Pourtant, je nageais qu'une fois par jour. Mais je me suis dit, moi, je tenterais bien les cours par correspondance. Parce qu'en fait, moi, j'étais perfectionniste à l'école. Donc, même si je m'entraînais une fois par jour, quand tu rentres le soir, tu rentres de l'entraînement, il est déjà 20h, 20h30 ou 20h, tu manges, mais en fait, tu dois quand même faire tes devoirs. Et donc, du coup, ça te prend du temps. Et moi, perfectionniste, je bâclais pas mes devoirs en 15 minutes. Donc, j'arrivais à me dire, en fait, et puis je me levais pas le matin, j'étais pas très matinale. Donc, en fait, j'ai été voir mes parents, je suis dit, c'est quand même un peu dur, le rythme, je ferais bien des cours par correspondance. Et ils ont accepté. Par contre, ils m'ont dit, si tu fais des cours par correspondance, c'est parce que tu veux faire du haut niveau en natation. Et c'est là où, du coup, je me suis rendu compte que ce que je leur avais demandé et le fait qu'ils aient accepté impliquait que derrière, je m'implique beaucoup. Pas le choix. Voilà, exactement. Il faut mettre le maillot de bain, il faut y aller. Dans l'engrenage du haut niveau. Donc là, tu es encore mineur. Ouais. Donc là, maintenant, ça y est, on dit, bon, allez, on enclenche et on y va. C'est quoi l'objectif à ce moment-là? C'est des championnats de France, d'entrée de jeu, c'est d'aller beaucoup plus... On vise déjà l'or ailleurs. Alors, c'est assez bizarre parce que je pense que moi-même, je n'avais pas d'objectif à l'époque. Et c'est un petit peu ce qui est dur aujourd'hui quand je regarde en arrière par rapport à mes années, on en reparlera peut-être mes années sauvetage ou avec la maturité que j'avais où j'ai toujours eu des objectifs. Je n'avais aucun objectif. Et je pense que mon objectif, c'était en fait mon père qui me disait si tu fais ça, c'est pour être championne du monde. Mais moi, au fond de moi, je crois que c'était pas mon objectif. En fait, je crois que je n'en avais aucun. Tu prenais plaisir? À m'entraîner? À nager? Non, je crois que non. Je crois que je prenais pas vraiment plaisir. Ah oui, alors en plus, t'y vas, mais bof, quoi. Ouais, en fait. Je pense que j'avais plus j'idéalisais le fait de devenir un grand champion, d'atteindre les Jeux Olympiques et d'atteindre ces grandes compétitions parce que je voyais ça à la télé, ça me faisait rêver quand je voyais ces grands champions. Mais je pense qu'au fond de moi, je me rendais pas trop compte de ce qu'il fallait. J'avais pas vraiment le mindset d'une grande championne à l'époque. Ouais. Pas prête encore. Pas prête, ouais. Nous, c'est le moment où on fait une petite pause rapide pour se rappeler que notre invité du jour, c'est Magali Rousseau. On va en parler des médailles, on va en parler de la réussite, on va aussi parler des zones de doute, des moments difficiles. Vous êtes bien sûr à Radio Sport, c'est les talents du sport. Alors nous sommes toujours avec Magali Rousseau qui nous avoue qu'elle prend aucun plaisir à nager. Mais c'est dommage parce que c'est comme de la compétition qui arrive. Aucun plaisir, mais cette fois-ci il y a des objectifs un peu plus précis par l'encadrement, on renforce autour de toi. Il y a un entraîneur qui débarque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu plus d'encadrement parce qu'en fait malgré tout, même en n'ayant pas vraiment d'objectif, je progresse. Je progresse et puis j'attends niveau championnat de France. Je sais que tu fais du muscle? Je crois que je commence à faire de la musculation en seconde, donc l'année où je commence les cours par correspondance. Je commence à faire de la musculation. Mon père m'envoie en stage aussi dans une structure où on était vraiment encadré. Je m'entraînais 2 fois par jour et j'ai compris que jusqu'à présent, je m'entraînais avec des entraîneurs qui me laissaient faire un peu ce que je voulais. Ouais, tu nageais, quoi. Je nageais, mais je me faisais vraiment pas mal. Je me forçais. Enfin, c'était tranquille. Et donc là, j'arrive dans une structure où vraiment on m'apprend les entraînements, on est concentré, on a un objectif de temps, on va se faire mal, etc. Donc je ressors de ces 2 semaines de stage rincé, mais j'explose mes temps en compétition. Donc je me rends compte qu'effectivement en travaillant un petit peu dur, ça répond assez facilement. Tu peux finir devant.
Voilà, et c'est pareil ici à l'époque, en seconde, j'ai quand même un nouvel entraîneur aussi qui arrive au Racing Club de France, qui s'appelle Lazreg Benelach, qui maintenant est la Fédération française de natation, et qui lui, c'est pareil, il était plus dans cette démarche de haut niveau, donc il commence aussi à m'inculquer un petit peu toutes ces notions de ce qu'est le haut niveau, l'entraînement de haut niveau, etc. Alors là, on parle de haut niveau, t'es déjà en papillon? Je suis déjà en papillon. Le choix du papillon, il est venu quand? En fait, c'était naturel. En fait, à la base... C'est la grosse des grands bras? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est surtout que naturellement, le mouvement était bon et ça allait assez vite. Après, je faisais beaucoup de crawl et de papillon à la base, mais je faisais surtout des distances courtes. Pourquoi ? Parce que t'as pas besoin de t'entraîner beaucoup pour faire des distances courtes. Donc moi, vu l'entraînement que j'avais, ça fonctionnait très bien. Alors le 200 papillons, je peux dire à l'époque, fallait même pas m'en parler, hein. C'est déjà un aller-retour, ça suffit, quoi. Un aller-retour, ça suffisait. Jusqu'à, justement, ce fameux stage où je pars m'entraîner. C'était avec la famille Panier. Et je pars m'entraîner avec eux. Et on me dit, là, tu vas faire un 200 papillons. On a une petite compète, tu vas le faire. Et puis, tu vas le faire en partant vite, quoi. Tu t'engages, tu y vas. Et en fait, je fais des bons temps. Et je me retrouve propulsée sur ce 200 papillons que je n'avais pas du tout envie de faire à la base. Mais voilà, c'est des fois... Il n'y a pas de doute à ce moment-là. Tu plonges, tu nages, ça marche. Là, tu dis, il y a même pas de discussion si on y va, quoi. Ouais, voilà, je pense que j'avais jamais vraiment, c'était des progressions un peu régulières. Il n'y a pas de moment difficile pour moi. Le corps répond, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de doute. Je fais ce qu'on me dit de faire, je le fais bien, voilà. Les études, ça marche quand même? Je me rends compte que finalement, les cours par correspondance, c'est pas facile que ce que je pensais. C'est un peu compliqué. Hein. Ouais, exactement. Alors, ça fonctionne parce que mes parents avaient organisé aussi le fait que je puisse avoir des professeurs particuliers qui viennent me voir. Donc, j'avais beaucoup de chance, des très bons professeurs d'ailleurs. Mais sinon, après, je me rends compte que sur certaines matières, c'était un peu la ramasse, quoi. Un peu à la ramasse, c'était un peu compliqué. Mais là, ça pose un problème ou pas du tout? Tu te dis, de toute façon, tant que je gagne, c'est bon? En fait, je pense pas à tant que je gagne. Je pense que je suis partie un peu là-dedans. Donc, à un moment donné, il faut que j'assume. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. Il n'y a plus le choix. Donc, voilà. Dans la coin de la tête, il y a toujours le rêve olympique. Puisque si j'ai bien compris, tu l'as depuis les années 2000 où tu te dis, moi, je veux comme l'autre, là. Je veux la même chose. Ça brille, les yeux, il est content, il saute de joie. Je veux pareil. On va avancer dans le temps. On va passer certaines années d'entraînement. À quel moment tu es vraiment aux portes d'une sélection olympique? En 2000, quand je pars m'entraîner avec Philippe Lucas en 2007, en fait, moi, j'arrive chez lui, je nage 2,18 au 200 mètres papillon et la qualification, elle était en 2,10. Donc, en une année, je passe de 2,18 à 2,10. Donc, en 2007, je finis l'année au championnat de France en 2,10. Et là, je me dis, OK, go, l'année prochaine, je suis sous ces minima. Donc, il suffit de refaire ce que j'ai fait. Période difficile ou pas? De quoi, la qualification olympique? Ouais. Alors la période non, par contre la qualification en elle-même je l'ai très mal vécue. J'étais extrêmement stressée. Je me souviens, on était obligé de me donner des somnifères pour dormir et Philippe était obligé de me suivre jusqu'à la chambre d'appel parce que j'avais les doigts et les mains qui tremblaient. J'étais morte de peur. C'était quoi, la peur de l'échec? Ouais, je pense la peur de l'échec et puis parce que je savais que l'enjeu était là et je pense qu'à l'époque j'avais pas la maturité de me dire c'est génial, aujourd'hui, je suis en capacité plus rapidement que ce que j'avais prévu de pouvoir me qualifier, donc c'est une chance, et je le voyais plutôt comme une contrainte de me dire, si tu te qualifies pas, c'est un échec. Donc effectivement, la peur de l'échec. Et pour la petite anecdote, en finale, je pars, le premier 100 mètres, je suis tellement stressée que mon père me voit nager et il fait « mais c'est pas possible, elle va pas se qualifier ». Et c'est vrai que je nageais n'importe comment le premier 100 mètres. Et heureusement que je pense que j'étais bien meilleure que ça à l'époque. Donc ça m'a permis, même en étant très fatiguée, de pouvoir rattraper derrière et de me qualifier. Ouais. Il y a, quand on sort de la qualif, en se disant je suis passé à 2 doigts de la correctionnelle, il se passe quoi? On se fait engueuler, on s'engueule tout seul, on se met devant le miroir, on hurle, on tape sur les murs. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi j'étais tellement contente. En fait, on touche le mur, on voit que le temps est fait. Et moi j'étais tellement heureuse. Et là, t'oublies tout le stress que t'as eu avant, t'oublies le fait que t'as quand même très mal nagé, même si tu t'es qualifié. Et en fait, le plus important, c'est la qualification. Donc t'es heureux. En plus, moi je vois, mes parents étaient là. Mon père, je l'ai vu heureux et je l'ai vu heureux, fier, alors que ça a été difficile de trouver ce regard de fierté toutes ces années-là. J'avais l'impression qu'il a toujours eu un regard très dur de connaisseur, de spécialiste. Donc là, j'étais vraiment heureuse. Ouais. Tu lui en veux de ce regard dur sur la compétition? Je lui en veux pas parce que je le comprends. En fait, je comprends que il a voulu faire au mieux et qu'il pensait
que c'était la façon de faire pour moi m'aider à atteindre ce haut niveau que lui a connu. Après, je pense qu'on est différents. Moi, j'étais très différente de lui et je pense que ça m'aurait de me laisser un peu plus de place m'aurait plus aidé quand j'étais jeune. Mais je peux pas lui en vouloir parce que je sais que pour lui, c'était la meilleure façon de faire. Là, on rentre dans une bulle, la bulle des sportifs de haut niveau. Voilà, on a changé de catégorie, on est carrément au-dessus. On est à la fois protégé et exposé. On perd un peu de la souplesse de la danse qu'on veut faire avec les potes, les soirées pyjama, tout ça. Ça part en vrille. C'est difficile. Ou de toute façon, on est dans la bulle et on pense qu'à ça. Ben, en fait, c'est marrant, tu parles des soirées, etc. Mais assez bizarrement, moi, c'est l'époque où je me suis le plus entraînée, où j'étais à Canet-en-Roussillon avec Philippe Lucas. On avait une équipe de sacrés fêtards. Donc, en fait, c'est la période où j'ai le plus fait la fête de toute ma vie. Donc, on s'entraînait extrêmement dur. Franchement, même quand je regarde en arrière, même aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas aussi dur. On s'entraînait quasiment 100 km semaine. Tous les entraînements étaient durs. Moi, ça m'a appris à encaisser. Et surtout, ça m'a appris à me faire mal, ce que je ne savais pas faire avant. Après, effectivement, aujourd'hui, je me pose des questions en me disant, je pense que on n'a pas besoin d'en faire autant. C'était trop, je pense. Mais par contre, voilà, en dehors, on avait une équipe où tous les samedis soirs, on sortait parce que c'était notre façon de s'aérer l'esprit. Et donc, du coup, après, du dimanche au mercredi à l'entraînement, du lundi au mercredi, on débriefait sur la soirée passée, sur toutes les histoires qui avaient pu se passer. Et puis après, du mercredi soir ou du jeudi à la fin de la semaine, on préparait la prochaine soirée, quoi. Donc, ça nous tenait occupés, ça nous donnait un petit peu d'air, en fait. Est-ce qu'on a le temps de penser à autre chose que le sport et à la bande qui est dans la même compétition que toi, c'est-à-dire en termes de recherche de qualif et de compétences? Pas trop. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Oui, on aurait le temps. Mais nous, on n'était pas dans cette... Il y a un objectif, on reste dedans. On reste dedans, exactement. En fait, on met tout en place pour la performance sportive. Et moi, j'avais essayé de reprendre mes études à ce moment-là. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas faisable. Et à l'époque, Philippe, et je pense peu d'entraîneurs sont dans cette démarche, peut-être plus aujourd'hui, mais les entraîneurs, eux, leur priorité, c'est pas que tu fasses des études et que tu puisses t'épanouir en dehors, c'est que tout soit mis en place pour ta performance sportive. Donc s'il faut arrêter les études pour ça, on arrête les études. Alors les études, on en parle 10 secondes. Là, tu pars à Pékin, on pense succès, on va chercher autres. Là, les études, on oublie pour l'instant. Ouais. On est d'accord. Ouais. On verra après. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis, on oublie. Et après, on oublie, mais c'est toujours hyper stressant. C'est toujours très stressant parce que tu sais... Tu sens qu'il y a un manque. Ouais, tu sens qu'il y a un manque. Et tu sais que, en fait, t'es quand même dans un sport où tu gagnes pas des milliers et des cents. Que derrière, si t'as pas une médaille ou t'es même un titre olympique en individuel, j'irais même dire, c'est cuit. Qu'il va falloir quand même se réinventer après et d'avoir quelque chose de solide derrière. Bon, alors on vit Pékin. Donc là, on en parle, le Pékin ? On peut en parler. C'était pas la plus grosse réussite de ma vie, mais... Alors, il se passe à Pékin des choses. C'est quoi ? Comment aujourd'hui, avec le recul, comment tu analyses le Pékin ? Un manque de maturité, parce qu'en fait, j'étais hyper stressée alors que j'aurais pas dû l'être. J'aurais dû juste profiter de l'instant présent et me libérer. J'avais l'entraînement qu'il fallait derrière, c'est juste que je me suis mis des barrières. Et moi, je suis partie m'entraîner à Font-Romeu un mois et demi avant Pékin. Et en fait, Philippe, c'était un peu comme un gourou pour moi. Donc en fait, Philippe n'étant pas là, moi, j'étais perdue et je pensais que n'importe qui me faisant faire un autre type d'entraînement, j'allais pas réussir. C'était gravé dans ma tête. Et j'avais pas cette autonomie pour avoir confiance en moi et me dire, c'est bon, t'as déjà fait ce qu'il faut. Maintenant, au contraire, plus tu profites et tu te fais plaisir, plus ça ira vite. Et puis, de toute façon, t'as que à gagner, personne ne t'attend. Voilà, donc en fait, un gros manque de maturité, je pense, de mon côté, et un manque d'autonomie aussi dans ma façon de faire. Tu en gardes quoi à cette période-là de Pékin, des regrets, des remords, de la colère, de l'envie pour aller faire mieux ? Je crois que j'étais triste à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai plus des regrets de ne pas avoir dit, si je devais parler à la jeune Magali, je lui dirais tout ce que je viens de dire là. Mais bon, après, au-delà de ça, l'expérience était magnifique. Voilà, j'en garde aussi des choses hyper positives. J'ai vécu quelque chose, je pense, complètement hors du temps, que peu de personnes auront eu l'occasion de vivre. En plus, je pense que c'était des très, très beaux jeux. On avait une très belle équipe. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, est-ce que ça m'a donné l'envie ? Oui, je suis sortie des jeux en ayant très envie de rebondir.
Voilà. Alors, comment on s'organise pour rebondir? Parce que du coup, tu reviens et On repart à l'entraînement. on part à zéro. On repart à l'entraînement en se disant je vais me faire mal tous les jours. Parce que moi, une fois que je me qualifie pour les Jeux en 2008, en fait, j'ai eu un peu un ventre mou où je m'étais dit c'est bon, c'est fait. Donc en fait, je ne comprenais pas. J'ai eu quelques semaines où je vais aller à l'entraînement à reculons en me disant je ne comprends pas pourquoi je vais à l'entraînement. Ah oui, c'est fait, je suis qualifié. Voilà. Et donc ça a été très dur. Alors que quand je rentre de Pékin, je me dis maintenant, il va falloir repartir au travail parce que là, tu as vu le niveau de ce qu'il y avait. Tu as vu que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas non plus... Enfin voilà, tu aurais peut-être pu accrocher une demi-finale ou une finale, voilà. Bon, pas une médaille, c'est sûr. Mais je repars justement avec l'envie de me dire, là, c'est bon, il faut y retourner. Alors c'est quoi? C'est 4 ans de boulot? C'est 4 ans dans une nouvelle bulle encore plus serrée? Ouais, encore plus serrée, parce que là, du coup, les gens, ils t'attendent un peu plus. Pardon. Non, mais c'est vrai. Tu sais que quand tu pars en compétition, les gens, ils s'attendent à ce que tu sois, tu sois là, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est différent. Après, est-ce que pour moi, je peux dire que c'était une bulle plus serrée? Je sais pas. Je pense que c'est surtout qu'à un moment donné, j'avais envie de vivre autre chose aussi. Donc, il y a toujours cet objectif. On sait où on veut aller, mais en même temps, on sait aussi ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est... voilà. Là, on pense pas à l'après-carrière, on est d'accord. En fait, on n'y pense pas. Si, moi, j'y pense tout le temps. Et mes parents me le rappellent aussi tout le temps. Quand je suis en vacances avec eux, ils me disent, qu'est-ce que tu as prévu pour après? Ah oui. En permanence. Là, il y a la pression et c'est familial maintenant. C'est à la fois une pression et à la fois, je pense que c'était important aussi de construire ça. De le réfléchir, de construire. Parce que du coup, là, les études, t'avais un peu laissé... J'avais un peu laissé de côté. Donc, en fait, moi, je passe le bac. Derrière, j'ai tenté d'aller à la fac. Quand on était plusieurs, on tentait d'aller à la fac. Oui, bon. Faire de la physique-chimie. On a été faire 2-3 TD. Quand même, on a validé 1 ou 2 TD, je crois. Mais on se rendait compte qu'en fait, on était tellement... Il faut savoir, on était tellement fatigués après les entraînements. Il fallait dormir. Entre les 2 entraînements, on n'avait aucun autre choix que de dormir et de se reposer. Donc, on s'est rendu compte que, on a tenté, mais ça ne fonctionnait pas. Bon, raté, ça passera pas tout de suite, quoi, ça. Ouais, ça passera pas tout de suite. Et au final, derrière, 2 ans après, je me suis dit, allez, il faut quand même faire quelque chose. Donc, j'ai trouvé un peu une combine. Je me suis dit, je vais faire une licence de langue étrangère appliquée. Parce que, finalement, c'est pas comme les sciences, j'ai pas besoin d'aller en cours. Je peux juste aller... Alors, ouais, pratiquer. Puis moi, je parlais déjà anglais. Je parlais correctement allemand aussi. Et donc, je savais que si j'allais pas en cours, si j'allais simplement passer les examens, j'avais de grandes chances pour que ça passe. Voilà, ça a été un peu la tactique. Il n'y a pas que des périodes difficiles, des périodes de médailles. Qu'est-ce que on garde souvent en tête les podiums pour le public. On connaît celui qui gagne. De temps en temps, le 2e et le 3e. Toi, la sportive, à la première médaille d'or, quelle que soit la compétition, comment on le vit? On se dit, vous avez vu maintenant, je suis médaillé ou il y a autre chose dans le ressenti? Non, je pense que c'est plus de la satisfaction personnelle. Je pense qu'il y avait plus de ça. Le fait de me dire, je suis contente. Je pense que j'avais toujours envie de rendre aussi à mes parents et de briller dans leurs yeux, dans les yeux des parents, dans les yeux de l'entraîneur. Donc, c'est plus ça que les gens autour. Et après, moi, il faut savoir que derrière, à partir de 2007, j'ai toujours été seconde au championnat de France sur 200 mètres papillon parce qu'il y avait une fille qui s'appelait Aurore Mongel, qui était quand même championne d'Europe, qui était très, très forte. Et moi, j'ai toujours été sa dauphine. T'as jamais réussi à la battre? Non. Agaçant. Agaçant. Et puis en même temps, ça me permettait aussi d'avoir un modèle devant et de savoir que je savais que j'avais quelqu'un qui allait m'amener à chaque fois sur les différentes compétitions. Il y a une médaille que tu gardes plus en mémoire qu'une autre pour la médaille que tu as obtenue ou pour la satisfaction ou le plaisir que tu as eu dans cette course? Du coup, alors une médaille, pas forcément, mais je dirais un championnat. En fait, en 2007, c'est le premier championnat que je fais, où j'ai gagné, je nage de 10 sur 200 mètres papillon, et j'ai le souvenir de cette course. Donc, je fais 2e, mais à pas grand-chose. C'est la seule fois où j'ai failli battre Aurore Mongel. Et surtout, je crois que Laure Manodou venait de partir de chez Philippe. Donc, et pareil, elle avait fait le 200 papillon et je l'ai battue. Elle avait fait 3e. Et les médias disaient, ah ouais, une jeune qui a battu Laure Manodou. Enfin, en même temps, c'était pas sa spécialité non plus. Ouais. Et je pense qu'en fait,
j'étais hyper insouciante et j'étais là, j'ai tourné les bras, j'étais là, je nageais, je voyais que c'est bizarre, je suis à côté d'elle alors que normalement je suis toujours 10 mètres derrière. Et en fait, juste de manière hyper insouciante, j'ai ce souvenir-là qui était très léger sur cette course, qui était vraiment, voilà, on y a été, on s'est fait plaisir, on a tourné les bras. Et... Le plaisir, tu l'as eu plus souvent que la sensation que ça soit dur dans la natation. Je parle bien de la natation, je parle pas le encore du plaisir en compétition ou en compétition, j'ai eu plus souvent le plaisir. Non, je dirais 50-50. Donc du coup, en fait, tu as fait de la natation depuis que tu es petite, en n'ayant pas forcément eu envie de faire de la natation et en prenant du plaisir pas souvent. Ouais, en prenant du plaisir pas souvent. Ouais, exactement. Pas en tout cas avec du recul, pas autant que j'aurais dû prendre du plaisir. Est-ce que ça marque dans ta carrière? Est-ce que ça pèse à un moment ou à un autre en disant je fais tout ça, mais franchement, à quoi bon, quoi? En fait, ouais, c'est vrai que je me rendais pas compte à l'époque, cette notion de plaisir, je me rendais pas donc compte que c'était important. Sauf que effectivement, je me levais tous les matins quand j'allais à l'entraînement, je me disais qu'est-ce que je fais? Et je me disais, j'ai qu'une hâte, c'est d'arrêter ma carrière et de vivre une vie normale. Et c'est là, en fait, je me rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu continuer autant d'années en ayant ce ressenti, quoi? Ça me paraît dingue. Et du coup, à quel moment tu dis allez, c'est bon, stop, c'est la blessure, c'est l'échec, c'est qu'est-ce qui fait que là il faut penser à autre chose? C'est la blessure, l'échec et le trop-plein. En 2000, les trois en même temps. Les trois en même temps. Je pars m'entraîner en 2009, avant les championnats du monde, je pars m'entraîner à Nice avec Fabrice Pellerin. Et donc, je découvre un autre mode d'entraînement. Sauf que 2 ans après, je me blesse. Je commence à avoir une blessure à l'épaule avec je perds toute ma force du côté gauche. Donc, j'étais en grosse progression. Et d'un coup... Ouais. Tu tournes en rond? Non, mais par contre, j'ai plus de force et donc du coup, effectivement, tu sens que tu t'appuies pas de la même façon des deux côtés. Et là, tu sens que ça va pas aller. Je sens que ça va pas aller. Dans ma tête, je sens. T'as déjà fait ton record personnel à ce moment-là? J'ai déjà fait mon record personnel, ouais. Il est à combien? Après. Sur 200 papillons, il est à 2,8,40. Et là, tu sens que ça devient une barrière que tu peux plus atteindre. Ouais, exactement. Et puis c'est pareil, j'avais eu ces discussions avec l'entraîneur. Il m'a dit, on me disait à chaque fois, mais toi, le 200 papillons, j'ai l'impression de faire du papillon à l'entraînement, ça te file des boutons, ça te rend malade, quoi. Ouais, en fait, je déteste ça. Moi, à chaque fois, on me disait, tu vas faire la série en papillon. Waouh. Et puis je pleurais dans mes lunettes, et puis j'avais pas envie. Et puis, alors des fois, ça se passait très bien. Alors t'arrives à prendre du plaisir quand ça se passe bien, mais j'avais pas envie. T'as quel âge à ce moment-là? 2009, j'ai 21, 22 ans. Et là, c'est dégoûté du sport, quoi. Ouais, dégoûté du sport. Ouais, c'est ça. Les matins, je remettais toute ma vie en question. En plus, j'étais pas matinale, donc pour moi, me lever tôt, je ne comprenais pas le concept. C'était vraiment très dur. J'avais qu'une hâte à chaque fois, c'était d'avoir fini l'entraînement. Et voilà. Mais je continuais, et je sais pas pourquoi. Et c'est marrant parce que l'entraîneur m'avait posé cette question que j'avais trouvée très dure. Je lui en avais beaucoup voulu de me poser cette question, mais il m'avait dit quel est ton objectif et pourquoi est-ce que tu fais de la natation? J'avais pas su lui répondre à quel est ton objectif. Enfin, je lui avais sorti une réponse bateau parce que je pense que ça allait passer, que ça allait lui faire plaisir. Et parce que j'en avais toujours pas de vrais objectifs. Et pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu fais de la natation? Pareil, j'avais pas de réponse. Et lui m'a dit, enfin voilà, il avait été très dur, mais en fait, il avait raison parce que je pense qu'il avait mis le doigt sur le fait que t'avais plus d'objectif. Voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis certaine que pour faire un très bon athlète, ou au moins un athlète épanoui, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'intérieur. Si ça vient de l'extérieur, ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera pas sur du long terme parce que, en fait, l'athlète pètera à un moment donné. Il faut que la passion soit là. Il faut que la passion soit là. Il faut qu'il y ait une véritable envie intérieure de faire quelque chose, un vrai objectif. Sinon, ça peut pas fonctionner. Donc là, tout vole en éclats. La famille est là. La famille est là, ils ont toujours été là. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père a toujours été très dur. Donc ça a été assez dur à gérer pour moi. Mais par contre, dans l'autre sens, ils ont toujours été là dans les coups durs. Voilà, j'ai une famille très présente. Et là, on est content qu'ils soient là. On est content qu'il soit là. Ça vole en éclats. Là, je me dis, en 2011, je suis complètement à la rue sur les championnats de France. Je suis pas du tout au niveau que je dois être, alors qu'il y a encore quelques mois, j'étais en pleine progression, je battais tous mes temps, etc. Et là, je comprends que ça va pas le faire. Et je me suis même demandé si c'était pas psychologique, s'il fallait pas que je retourne avec mon gourou, Philippe Lucas. S'il y avait pas une... Non, mais je dis ça, mais parce qu'effectivement, dans ma tête, je pense que pour moi, Philippe Lucas, il m'a apporté... c'était peut-être simplement psychologique. Voilà. Donc, et j'ai un peu
mes parents me disaient, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que tu as quand même un problème physique, ça vient peut-être pas de là, mais ils m'ont laissé faire ce choix-là de retourner avec lui pour la dernière année avant les Jeux Olympiques pour me donner une chance de me qualifier. Alors là, Ouais, non, dégringolade. Ça a été, cette année-là, elle a été super dure parce que je me suis entraînée de nouveau très dur, sauf que mon corps était blessé. Philippe il avait du support, hein. Franchement, il comprenait. Ça reste quand même, on voit le personnage dans les médias, mais avec nous, en tout cas avec moi, il a toujours été bienveillant dans son approche. Mais ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Bah, j'étais à côté de la plaque. Donc là, vous savez tous les deux que c'est cuit ? Bah lui, je sais pas. Je pense que lui, en tout cas, il me fait toujours croire que ça peut fonctionner. Mais moi, au fond de moi, je sais que ça va être compliqué. Alors comment on prend la décision d'arrêter ? Bah, je me qualifie pas. Et là, je me dis, bon, en fait, j'étais dégoûtée. C'est simplement, j'en étais à un point où j'étais dégoûtée. Je me dis, bah, je veux plus mettre un pied à l'eau. Je veux plus faire ça. C'est bon, j'arrive au point de rupture. Donc. Alors là, il se passe quoi ? On se retrouve chez soi, on se demande qu'est-ce que je fais de ma vie ? Exactement. Parce que moi, dans les études que j'avais fait, donc ma licence, qui était validée à ce moment-là. Alors, licence de quoi déjà ? De langue étrangère appliquée. Donc voilà, je crois que je venais juste de finir de la valider, où il me restait 1 ou 2 modules à valider. Mais avec cette licence, j'avais pour but d'intégrer le SCP, donc une grande école de commerce qui avait des concours passerelles pour les sportifs de haut niveau. Donc en fait, moi, j'avais toujours cette idée de faire des études de haut niveau parce que j'ai toujours adoré ça. Et sauf que à ce moment-là, je suis plus en équipe de France de natation. Oups. Donc en fait, j'ai plus le statut de haut niveau. J'ai une fédération qui, à ce moment-là, quand je leur demande ce que je peux faire, parce que j'avais des années, quand j'étais jeune, qui n'avaient pas été validées, qui avaient potentiellement été oubliées. Donc, en fait, il me manquait simplement une année pour être en statut reconversion. Des choses qu'ils peuvent gérer, parce qu'ils le géraient pour ceux qui étaient en pôle, mais moi, j'ai toujours été dans des groupes avec des électrons libres. On n'est pas forcément bien vus. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit « Ah ben non, on peut rien faire. Merci, au revoir ». Et là, il y a la colère qui rentre en jeu ? Oui, il y a de la colère parce que tu dis, j'ai quand même fait quelques années en équipe de France. En fait, on nous laisse complètement sur le carreau juste parce que des gens n'ont pas envie de faire cet effort-là. Et on te laisse complètement tomber. Je me souviens, mon père m'a dit, tu veux que je m'en occupe ? Parce que je lui ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Et en fait, c'est là où j'ai trouvé cette solution du sauvetage. Je lui ai dit, j'ai une autre solution. Je vais aller dans cette solution. Je savais que mon père, en tapant du poing, il aurait peut-être pu réussir à arriver à quelque chose. Mais t'avais pas envie de ça. Mais j'avais pas envie de ça. Et j'avais envie aussi de trouver des solutions par moi, Magali, plutôt que par mon père qui gère ça. Intéressant que tu me parles de moi, Magali. La moi, Magali de l'époque, donc qui a été sportive de haut niveau, où les yeux de tout le monde s'est tournés à un moment ou à un autre en se disant « Ah, médaille !» Et puis là, on se retrouve avec plutôt en bas de la pente. La Magali, elle est encore en état d'avancer, de trouver des solutions ? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Moi, j'ai souvenir d'avoir été dans un trou à ce moment-là, quand même. C'était compliqué. J'étais face à, en fait, pas mon pire cauchemar, mais de me dire, ça y est, je suis face à la blessure. Le sport, c'est fini. Le sport de haut niveau. Et en même temps, si j'ai pas de solution, au niveau des études, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être falloir que j'aille bosser au McDo, je sais pas, ou trouver des solutions, quoi. Mais et en fait, ça a été dur. Malgré tout, je pense que j'ai eu de la chance aussi de pouvoir en discuter avec des personnes autour de moi et d'avoir trouvé cette solution assez rapidement. Je me dis, sans cette solution, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors, on parle de cette solution, c'est quoi ? C'est de débuter le sauvetage sportif. Alors, c'est quoi le sauvetage sportif ? Alors, nous, sur Radio Sport, rappelez-vous, on sait ce que c'est. Nous étions à Osgore et on a parlé de ça. Alors, c'est quoi le sauvetage sportif ? Alors, c'est marrant parce que les gens en France, à chaque fois, quand je leur dis je fais du sauvetage sportif, ils me regardent avec des gros yeux et ils me disent c'est un sport ? Oui, c'est un sport. C'est un sport qui découle des sauveteurs professionnels qui ont commencé, je crois que c'était en Australie, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Alors, ça fait pas non plus 10 ans, ça fait quand même un petit moment déjà, à se mettre en compétition pour pouvoir améliorer leur performance dans un contexte professionnel. Et donc, c'est des épreuves en piscine et en mer. En piscine, ça va être comme des épreuves de natation. On n'a que le côté rapidité, on n'a pas le côté secourisme. Sauf qu'au lieu de nager en 100 mètres nage libre, on va avoir par exemple un mannequin à récupérer, à tracter, des épreuves avec, sans palme. Moi, l'épreuve que je préférais, qui manipule, on chausse des palmes au plein milieu de l'épreuve. Donc voilà, des points techniques supplémentaires qu'on n'a pas en natation. Donc 6 épreuves individuelles, 3 ou 4 épreuves de relais, c'est en piscine. Et en mer, qu'on appelle le côtier, on a des épreuves dans l'eau, des épreuves sur le sable. Et l'épreuve reine qui va combiner un parcours en nage, un parcours en kayak de mer et un parcours en rescue paddleboard. C'est les grandes planches un peu épaisses qu'utilisent les sauveteurs en mer, avec des transitions en course à pied. Et ça, c'est hyper populaire en Australie. Alors,
Tu découvres ça comment? C'est-à-dire que t'es pas arrivé là par hasard, c'est pas possible. Quand je m'entraînais à Canet-en-Roussillon, il y avait le groupe d'en dessous qui faisait déjà du sauvetage sportif, donc le groupe de Raphaël Raymond et qui était le groupe qui s'entraînait en parallèle. Et moi, je me souviens, je sais pas, franchement, je n'ai aucune idée de comment j'en suis venue à leur en parler de ça, mais j'ai dû à un moment donné discuter avec l'un d'entre eux, peut-être l'entraîneur, et c'est là où il m'a dit, essaye. Il m'a dit, essaye, viens faire du sauvetage sportif, tu vas récupérer ton statut de haut niveau parce on est quand même reconnu comme étant les sports qui sont reconnus par le CNOSF, etc. Et le CIO. Donc, du coup, tu auras ton statut, puis tu l'auras très facilement. Là, tu fais une année, tu t'entraînes un petit peu. T'as le niveau pour, tu peux y aller. Voilà. Là, avec le niveau que tu as en natation, même blessé, aucun souci. Et là, moi, dans mon idée, je fais très bien, je vais même pas m'entraîner, je vais juste faire ça, je vais partir en Australie. Ça recommence, je m'entraîne pas. Je m'entraîne pas. Et en fait, je me retrouve quand même à aller intégrer le pôle France de sauvetage à Montpellier, parce que je me dis, en fait. Il faut faire ça correctement. Autant le faire correctement. Et finalement, je m'entraîne pas trop mal, parce que je vais quand même me réentraîner presque 2 fois par jour. Mais alors, comparé à ce que je faisais avec Philippe Lucas, c'est quand même beaucoup plus facile. Même si ça restait des entraînements pas si simples que ça. Et là, surprise, tu décroches tout, là? C'est vrai que très rapidement, j'ai des bons résultats. Alors même dès la première compétition, avant de commencer ça, on m'a dit, viens, je crois que c'était au mois de mai où on me parle de ça, donc après les championnats de France de natation. Et derrière, il y avait une compétition, la Rescue, c'est une des 2 grosses compétitions qu'on a en sauvetage. Ils m'ont dit, viens, tu te licencies à un club, et puis nous, on te donne, le club, il va te licencier, et tu testes toutes les épreuves. Et en testant toutes les épreuves, alors que je ne savais pas comment faire, je crois que j'en remporte une. J'en remporte même 2, une en piscine et en côtier. Et en fait, je me dis, ok, et on va pouvoir s'amuser un petit peu, ça va être sympa. Du genre, vous pouvez m'expliquer les règles maintenant, c'est ça? Ouais, c'était un peu ça. Et ce qui est assez marrant pour la petite histoire, j'avais aimé toutes les épreuves en piscine, sauf le 200 SLS, où je suis sortie de ça, j'ai regardé le coach, je lui ai dit, ça, ce truc-là, plus jamais tu me le fais faire. Il m'a dit, détrompe-toi, je pense que tu vas aimer. Et c'est celle où j'ai encore le record du monde et que j'ai le plus apprécié par la suite. Alors là, du coup, tu as des records du monde, des titres. Ouais. Mais t'as tout raflé, là. Ouais, je crois que... Honnêtement, t'as tout raflé. Ouais, j'ai... tout, il y a des choses, des titres que j'ai pas eu, mais globalement, lesquels? Oui. Je crois que j'ai jamais... En championnat du monde, j'ai 2 épreuves que j'ai jamais remportées. Une où j'ai fait que 2e. Mais là, du coup, il va te falloir plus de 20 secondes pour te présenter. Si je te présente comme championne de sauvetage sportif, c'est quoi le palmarès aujourd'hui? Je crois que j'ai calculé, j'ai été 14 fois championne du monde. Enfin, non. Alors, championne du monde, c'est titré mondialement. Parce que ça comprend les titres de championne du monde et les titres des Jeux mondiaux. Les Jeux mondiaux, c'est l'équivalent des Jeux olympiques, mais pour les sports qui sont pas ou plus ou pas encore olympiques. Donc, c'est un peu l'antichambre des Jeux olympiques. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai gagné pas mal de choses. Et là, ce que je vois, le sourire quand même, c'est plus le même. On regarde, on se retourne, mine de rien, on se retourne, on voit ce qui se passe derrière, on se dit et ça éclate complètement ce que tu as fait en natation. Ouais, en fait, alors après, je tiens quand même à repositionner les choses. Le niveau en sauvetage sportif n'est pas le même qu'en natation. Après, aujourd'hui, le niveau, il a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'on a des très très bons nageurs qui sont mis. Si certains écoutent des filles comme Lanny Pallister, comme Nina Holt, Lanny Pallister, c'est une des références mondiales en natation aujourd'hui. Nina Holt, elle est médaillée européenne, enfin, elle fait partie aujourd'hui des meilleures mondiales sur 100 et 200 mètres nage libre. Donc aujourd'hui, on se confronte à des gens qui sont de cette stature-là. Donc le niveau a monté, mais ça n'empêche que ton parcours, il n'est pas anodin. Mon parcours est pas anodin. Et c'est vrai que moi, j'ai évolué avec le sport. Le sport a évolué au fil des années. J'ai évolué aussi. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a aidée à être vraiment actrice de mon projet. C'est comme en natation, finalement, quand j'arrivais sur les compétitions internationales, je ne gagnais pas. Je n'étais pas sur un podium. Là, très rapidement, je suis arrivée sur ma première compétition qui était les Jeux mondiaux, qui est notre plus grosse compétition. Donc, je suis lancée là-dedans. Moi, j'arrive sans stress parce que je ne connaissais pas. Tout le monde était stressé. Moi, j'étais vraiment tranquille. Et je me retrouve à gagner, je crois, 3 titres et à être l'athlète féminine la plus médaillée de ces Jeux mondiaux, tous sports et toutes nationalités confondues. Et en fait, ce qui fait du bien, c'est de se retrouver, de gagner des courses au niveau international. Et c'est là où tu te rends compte, ok, maintenant j'ai des objectifs, je vais pouvoir me mettre des objectifs. Pour moi, aller chercher un titre mondial, un record du monde, c'est pas impossible. C'est quelque chose qui est atteignable. Et je pense que moi, en natation, je m'étais jamais mis des objectifs qui me paraissaient atteignables. Ça me paraissait toujours non atteignable. Et puis surtout, j'ai repris énormément de plaisir. J'ai découvert autre chose, j'avais l'impression d'être une gamine, de jouer avec les mannequins, etc. De progresser aussi. À chaque compétition, je progressais, j'avais les secondes qui descendaient comme quand j'avais 12 ans en natation. Et sauf que là, j'étais
actrice de mon projet, en fait. C'était complètement différent. Et on pense à la reconversion ou pas? Parce que là, on est en haut de la colline, il y a les médailles, il y a la satisfaction, il y a le plaisir. On pense déjà à ce qui va se passer après, parce qu'on l'a déjà vécu un peu un arrêt ou pas? Bah oui, et en plus, là, j'étais dans une bonne dynamique, parce que je savais qu'en ayant ce statut, en ayant passé ma licence, bah, je commençais déjà à préparer les concours pour entrer en école de commerce. Alors après, il faut y rentrer dans cette école. Mais voilà, je savais déjà, j'avais aussi mon objectif de ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, l'école, c'est fait? Bah, c'est fait. En fait, je passe le concours la première année. Alors, ce qui se passe, c'est assez marrant. En fait, on rentre sur les listes. Même si moi, j'ai fait les Jeux mondiaux au mois de juillet, je rentrais sur les listes qu'à la fin de l'année. Donc moi, au moment où je passe les concours, en fait, je suis pas encore sur les listes. Mais l'école me laisse passer les concours, je sais pas pourquoi. Et à la fin, ils me disent, écoutez, on est embêtés. Avec les résultats que vous avez eus, vous auriez été prise dans l'école. Mais par contre, comme vous n'êtes pas sur les listes, bah, vous êtes obligé de repasser le concours l'année prochaine. Et en fait, ce qui s'est passé, j'étais pas triste, j'étais hyper contente. Parce que j'avais tellement aimé mon année, j'avais tellement adoré ce que j'avais fait en sauvetage, que j'étais hyper contente de repasser une année à refaire ce sport, à m'amuser, à avoir l'esprit libre, en sachant que bah, ce concours, il était abordable et que je savais à quoi m'attendre. Donc voilà, ça a été... Eh ben, on va parler de tout ça, on va parler de reconversion, on va parler de l'après-sport, mais quelque chose me dit que le sport s'arrête jamais. On va parler de tout ça. Rappelez-vous, on est toujours sur Radio Sport et c'est les talents du sport. Toujours avec Magali Rousseau. Alors vous avez vu, on a parlé de Jeux Olympiques, on a parlé de natation, on a parlé de plaisir aussi. On a parlé de moments où c'est pas drôle de s'entraîner, c'est pas drôle de faire certaines compétitions. Merci papa, merci maman, dirait la chanson. Heureusement qu'ils sont là, on est d'accord. On passe à l'école. Sérieusement, cette fois-ci, on pense à l'après-carrière. C'est que là, le sport est toujours là, mais cette fois-ci, on cherche un boulot. Ouais, c'est ça. Bah, une fois rentrée en école de commerce, moi j'ai fait une école de commerce. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire après. Donc pareil, je rentre en école sans objectif de ce que j'ai envie de faire. Tu le sais que tu n'as pas d'objectif? Je le sais. Et en fait, c'est pour m'ouvrir le plus de portes possible. Mais c'est encore une erreur, je pense. Parce que, bah, bon, après, j'adore. Je retrouve une vie normale. Je me dis, j'arrête le sport. Tu ressors? Je ressors, non, parce que même sur les années sauvetage, on sortait beaucoup. Donc au final, je sors peut-être moins que ce que je sortais avant quand j'étais une athlète. Mais bon, j'ai plus besoin de me lever tôt le matin. Ça, c'était incroyable. Mon rêve, c'était le matin, plutôt que de me lever et de courir aller à l'entraînement, de prendre mon temps, de prendre une douche chaude, prendre mon café. Ça, c'était mon rêve absolu. Et donc c'est ce que j'ai enfin vécu. J'ai trouvé ça incroyable pendant 6-8 mois. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'embêter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'école, tu es diplômée? On est dans quelle période à ce moment-là? Alors, moi, je rentre en 2014 en école de commerce. 2014, moi, j'ai été diplômée en 2017. Donc, j'ai fait 2 ans plus une année de césure. Donc, 3 ans en tout. Et au début, j'arrête complètement le sport. Et puis, en fait, je me rends compte que je m'étais mis une pression en me disant, va falloir que je bosse énormément. En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de bosser tant que ça. Et donc, il y a du temps. Et puis, au bout de 8 mois, je commence à me dire, OK, est-ce que tu irais pas au moins refaire du sport déjà? Parce que je ne faisais plus rien. J'avais mal au dos, j'avais mal de partout. Un sportif qui arrête le sport, c'est quand même assez difficile. Et déjà, je me remets à faire du sport, du yoga. Je vais faire mes cours de gym, de step, les trucs que j'avais jamais fait de ma vie. Et en fait, c'est cool. Mais au bout d'un an, je commence à me dire, OK, je m'ennuie un peu. Donc, je me dis, allez, je vais nager au moins une fois semaine. Tu retrouves le plaisir une fois semaine. Puis, au bout d'1 an et demi, je me dis, bon, bah, allez, vas-y, je pars en Nouvelle-Zélande. C'était un peu mon rêve de partir là-bas. Parce que j'étais jamais partie en Australie, Nouvelle-Zélande. Je vais dans un surf club. Donc, c'est un club de sauvetage, mais voilà. Donc, j'habite sur la mer. Je fais des entraînements côtiers tous les soirs. Je vais me rentraîner le matin en piscine. Et là, je me dis, OK, go, on a les championnats du monde à la fin de l'année. On est en 2016. Vas-y, reprends. Enfin, c'est cool. J'en ai un peu chié parce qu'au bout d'1 an et demi d'arrêt, c'est quand même compliqué. mais voilà. Donc, c'est comme ça. Je pensais complètement arrêter. Et finalement, bah, ça m'a repris. Je me suis dit, ouais, il manque un truc à ma vie. Je sens que c'est pas fini, cette histoire de sauvetage sportif. Donc, go, on y retourne. Et là, pareil, tu rafles tout? Ouais, là, ça revient. Les résultats reviennent très rapidement en m'entraînant beaucoup moins. Par contre, là, bah, j'entame ma période où je dois jongler entre mes études et l'entraînement et après, bah, ma vie professionnelle et l'entraînement. Donc, je m'entraîne beaucoup moins. J'ai des périodes où même je m'entraîne pas pendant plusieurs mois parce que je peux pas. Mais j'arrive à comprendre qu'en fait, je peux m'entraîner différemment. J'ai pas besoin de passer énormément de temps dans l'eau. Je peux aller faire du yoga où j'ai beaucoup de plaisir à aller faire du yoga. Je peux faire d'autres choses. Et finalement, les résultats bah, sont là, malgré
malgré l'arrêt d'1 an et demi, malgré beaucoup de choses. Les résultats sont là, ils reviennent. Alors, on fait quoi? On se dit, on y retourne, on repart en compétition, on repart en championne et la reconversion, finalement, pas encore, alors. D'abord, je finis mon école de commerce, je suis diplômée en 2017 et la reconversion, en fait, elle arrive assez facilement parce que avec mon frère, on avait décidé de reprendre l'entreprise familiale. Mon frère avait déjà repris depuis quelques mois et moi, j'ai dit en 2017, après les Jeux mondiaux, je m'arrête de nouveau. J'ai redit je m'arrête et je me mets à plein temps avec vous au niveau à travailler avec vous dans l'entreprise à Paris. Donc la reconversion, elle était là dans un premier temps, sauf que pareil, au bout de 4-5 mois de métro boulot dodo, où le sport, pareil, était complètement absent ou presque de ma vie, je me suis dit, il manque un truc là. Là, je me sens pas heureuse. Si je me projette comme ça dans 3-4 ans, non, ça me va pas. Je commençais même limite à tomber en dépression, en fait. Donc, voilà. Alors du coup, tu fais quoi à ce moment-là? Je décide déjà de parler avec mon frère, ma famille, leur dire j'ai envie de reprendre l'entraînement, mais surtout j'ai envie de partir de Paris et de me retrouver une vie un peu plus équilibrée. Donc je vais peut-être lâcher la boîte. Travailler. Moi, alors, le distanciel n'existait pas encore à l'époque. Je me dis mais je compte pas lâcher la boîte, mais au moins travailler en distanciel et peut-être travailler un peu moins et faire ce que je peux faire en distanciel. Bon, mes parents comprenaient. Mon frère, elle avait un peu moins bien compris à l'époque, et je comprends aussi qu'il l'ait pas compris. Mais au final, ça s'est fait comme ça. C'était soit ça, soit tu craquais, soit je craque. Donc dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Et là, maintenant, on en est où? Parce que là, du coup, ça c'était il y a quelques années. On va dire qu'il y a le Covid qui passe par là. Ouais. C'est le Covid, ça éclate tout. On met tout à zéro. C'est pas le Covid. Moi, juste avant le Covid, je pars en Australie. On a des championnats du monde en 2018 en Australie, et je décide de rester là-bas. Ah, pardon. Voilà. Donc, et puis une fois que tu es là-bas, il y a le Covid qui tombe, tu peux plus revenir. Ouais, c'est embêtant. La deuxième année, justement, le Covid tombe. Moi, j'étais en Australie, je devais rentrer pendant la période Covid. Mes vols sont annulés. Nous, on était sur la Gold Coast, on passait nos journées à surfer. On n'avait pas la restriction que vous aviez à Paris. Hein. Nous, on vivait la belle vie à ce moment-là. Ah, ça va. Mes parents m'ont dit, ne rentre pas, en fait. Pourquoi tu vas rentrer pour venir t'enfermer à la maison alors que là, tu vis ta meilleure vie et tu surfes tous les jours. Donc je reste là-bas et je rentre quand même au mois d'août. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a permis aussi de réfléchir à ce que je voulais faire. Je me voyais pas forcément épanouie dans ce que je faisais. Je sentais qu'il me manquait des choses dans ma vie. Donc c'est là où j'ai décidé de me reconvertir une deuxième fois. Je sais pas combien de reconversions j'ai fait. Ça devient... voilà. Tu n'as fait que de t'adapter. Ouais, je me suis adaptée, ouais, exactement. Donc de me reconvertir et de faire, grâce à mon frère qui avait déjà fait le wagon, donc une école de code, de faire aussi cette école de code parce que j'avais commencé à m'y intéresser un petit peu pendant que j'étais en Australie. Je me suis dit, c'est un truc qui pourrait me plaire. Et donc là, c'est si on prend aujourd'hui, on va passer un peu le temps. Qui est Magali Rousseau? Magali Rousseau, c'est une femme freelance, qui travaille en freelance, qui travaille dans le milieu de la tech, dans la formation, qui forme des gens sur des sujets data IA, qui adore le sport, qui a le sport. Le sport fera toujours partie de ma vie, qui a récemment arrêté en tout cas l'entraînement de haut niveau, mais j'ai fait des championnats de France récemment et même sans m'entraîner, j'ai encore battu mon meilleur temps, donc qui est aussi le record de France, donc je ne l'explique pas, mais je pense que voilà, le sport fera toujours partie de ma vie et qui aujourd'hui, je pense que je cherche au niveau professionnel, je cherche toujours à me réinventer, mais je cherche aussi à me construire en tant que femme. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à 38 ans et j'ai pas eu le temps toutes ces années de me construire, de construire ma vie de femme. Donc voilà. T'es encore à la recherche d'une vie normale? Non. J'ai compris que en fait, quand je nageais et que je rêvais d'une vie normale, aujourd'hui, je ne rêve plus d'une vie normale. Je rêve de ma vie, la vie telle que je vais la façonner. Et je sais que le normal, le métro boulot dodo, c'est quelque chose qui ne me convient pas. D'ailleurs, mon activité de freelance aussi reflète qui je suis. J'aime prendre des risques, j'aime me lancer des challenges, avoir des fois des missions qui sont plus complexes. En fait, j'aime apprendre, j'aime évoluer. Et ça reflète bien qui je suis. Et je sais que je n'ai pas une vie qui est normale. Je voyage beaucoup. Donc. Tu te lèves toujours aussi tard? Ouais, non, ça va. Je m'adapte. De temps en temps, je me lève tôt quand j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que j'apprécie. Je n'arrive pas à aller faire du sport le matin tôt. Je n'arrive pas. Impossible.
Donc, je pense que ça m'a vaccinée à vie. Si on veut faire du sport avec moi, c'est en fin de matinée le midi ou le soir, mais pas le matin tôt. Quels conseils on donne aujourd'hui avec ton recul d'athlète de haut niveau, que ce soit olympienne ou avec le sauvetage sportif? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil à un jeune qui est avec les étoiles qui brillent en regardant les Jeux Olympiques? Moi, je dirais aux jeunes, s'ils veulent aller dans ce projet, c'est super. Par contre, qu'ils soient conscients que c'est dur et qu'ils soient vraiment sûrs que ça vient d'une motivation intérieure et qu'ils prennent toujours du plaisir. Au moment où ils prennent, en fait, même si c'est dur, je pense qu'il faut toujours garder un certain plaisir et se faire plaisir et garder aussi la notion de jeu. Le sport, ça reste un jeu. Si on arrive et qu'on le vit comme une punition ou c'est que ça va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas et que c'est pas grave si on n'atteint pas le Graal. En fait, on peut faire plein d'autres choses dans la vie qui sont hyper cool et que c'est pas très grave en fait. C'est pas une fin en soi. Allez, question comme ça à la volée. La nourriture. Ouais. T'aimes quoi? Oh, j'aime tout. J'aime tout. J'ai eu des périodes où je mangeais pas de gluten, pas de trucs. Enfin, je mangeais. On m'avait toujours catégorisée comme la fille qui mangeait des graines, etc. Et puis en fait, j'ai complètement lâché depuis quelques années. J'ai une alimentation équilibrée, mais disons que je me fais plaisir. J'aime tout. Je mange de tout. T'étais une danseuse enfant classique. Tu retournes voir des ballets? Tu retournes voir pas assez souvent. Je me suis fait la réflexion récemment. J'avais vu quelques ballets quand j'étais à Montpellier, mais j'aimerais aller revoir des ballets. Ouais. Ou même, je me suis dit, j'aimerais me remettre à danser. Alors peut-être pas de la danse classique, mais à reprendre des cours de danse. La musique? Ouais. C'est quoi la musique? Si on prenait ton téléphone comme ça et qu'on se mettait tes playlists, on tombe sur quoi? Franchement, moi, je mets playlist un peu au hasard, j'écoute de tout. Après, j'adore tout ce qui est acoustique. Voix, guitare, voix, piano. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne amie là qui se lance dans une carrière de chanteuse, Slow Jane. Et j'adore l'écouter. Elle a une voix qui est cristalline. C'est magnifique. J'adore vraiment. C'est les choses assez simples, plutôt voix, piano, voix, guitare. Qu'est-ce que tu as raté avec tes années de compétition au niveau familial, un mariage, une fête où tu te dis oh, celle-là quand même, j'y étais pas? À cause des compétitions en fait, je crois que j'ai pas raté grand-chose parce que quand j'étais plus jeune, j'ai un souvenir de mon père qui justement, j'avais des compétitions au niveau national qui étaient importantes. Mes entraîneurs me disaient c'est hyper important. Il y en a qui étaient pas qualifiés. Enfin voilà. Et mon père m'avait posé la question est-ce que tu veux partir en vacances avec nous au Brésil? Est-ce que tu veux prendre des grandes vacances ou est-ce que tu veux faire la compétition? Et en fait, j'ai toujours eu ce choix, je crois. À ce moment-là, j'ai dit non, moi je veux partir en vacances, tant pis, je vais louper cette compétition, c'est pas grave. Et là, pareil, en étant plus âgée, avant les championnats du monde de 2016, par exemple, j'ai eu une opportunité de faire un shooting photo sous l'eau en partant à Malte. C'était 10 jours avant la compétition. On part pas comme ça 10 jours avant des championnats du monde. J'ai dit oui, et franchement, je ne regrette pas. Forcément, j'ai passé une semaine sans m'entraîner 10 jours avant des championnats du monde. Mais en même temps, j'ai jamais eu envie de me couper de belles expériences comme ça. Tant pis, si ça avait un impact aussi sur le sport. Donc je pense que non, j'ai réussi à gérer ce côté-là, de me dire si c'est vraiment important pour moi, je vis ça. Et puis voilà. On parle du sport féminin. On en a déjà parlé, nous, ensemble, où on se dit à quoi bon faire une distinction? Sport féminin, sport masculin, c'est du sport. Est-ce que c'est un sujet, vu que ta carrière a démarré avec une période où, effectivement, le sport féminin n'a pas la même visibilité qu'aujourd'hui? Quel est ton ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui doit changer? Par rapport au sport féminin, alors moi déjà j'ai eu de la chance, c'est que j'ai fait un sport qui est mixte en fait. Que tu sois une fille ou un garçon, les compétitions c'est les mêmes. Le public il va rester pour les filles, pour les courses de filles-garçons, la retransmission sera la même. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à me rendre compte de cette problématique du sport féminin. Je pense qu'aujourd'hui, je vois par exemple dans les retransmissions de télé, il y a plus de volonté de faire un petit peu... de mettre en lumière, par exemple, tous les sports collectifs qui étaient mis un peu de côté par rapport aux sports collectifs masculins. Et il y a aussi des mouvements. Moi, j'interviens souvent à l'Académie des sportives, où l'idée, c'est vraiment d'aider des sportifs de haut niveau, donc 12 académiciennes chaque année ou 2 fois par an, à avoir justement à développer leur image pour pouvoir développer leur carrière en tant que sportif de haut niveau et essayer d'avoir plus de visibilité aussi. Donc, je pense qu'il y a des mouvements aussi qui sont créés pour essayer de mettre un peu plus en lumière le sport féminin. Après, forcément...
Aujourd'hui, on peut pas dire que le sport féminin est aussi regardé et aussi vu que le sport masculin. Après, c'est vrai que quand on regarde le foot, ça génère aussi, je pense, beaucoup plus d'argent en termes de droits télé. Donc peut-être qu'il y a une réalité aussi derrière. On peut pas complètement le mettre au même niveau, avoir exactement les mêmes salaires, sachant que je pense que en termes de revenus, on n'a pas les mêmes revenus. Mais il y a encore du chemin, mais je pense qu'on avance. Voilà. Eh ben écoute, on a bien avancé, nous en tout cas, pour découvrir Magali Rousseau. S'il y avait une thématique, une question qu'on n'avait pas abordée aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé dire, voilà, moi j'aimerais qu'on parle de ça, parce qu'on voit des athlètes qui aimeraient parler de cuisine, certains parler de passion et autres. Toi, il y a quelque chose que personne n'ose te dire, j'aimerais parler de ça. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder? C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai peur parce que je sais pas si j'aimerais l'aborder, mais je pense que c'est un sujet un peu tabou, enfin pas tabou, mais un peu compliqué quand on parle aussi de moi aujourd'hui en tant que femme, j'ai envie de développer le côté aussi amoureux, etc. Et je pense que quand on est sportif, une sportive de haut niveau, on arrive dans le monde réel et c'est compliqué aussi de trouver sa place, potentiellement de trouver un compagnon de vie dans ce monde un peu réel. Donc je pense que c'est un sujet, mais je sais pas si c'est compliqué. Ça reste quand même hyper intime comme sujet. C'est toi qui l'abordes. Non, parce que j'essaie de trouver. Après, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Moi, cette notion de plaisir, on en a pas mal parlé. Je pense que c'est un message que j'aime véhiculer, mais on en a beaucoup parlé. La notion de plaisir, la notion de... non, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses quand même. C'était un peu l'idée. Ouais, Merci beaucoup, Magali, d'avoir pris le temps de te livrer à nous. On sait qu'aujourd'hui, tu bosses... alors, il y a de l'IA dans l'histoire. Ouais, il y a de l'IA. Je crois que c'est un peu un sujet... c'est un sujet pour tout le monde. Dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ouais, il y a de l'IA, il y a... Ouais, de l'IA, de la data. Donc, mes amis me disent toujours, on n'a toujours pas compris ce que tu faisais. Mais... Ça va pas être si simple à expliquer. Ouais, c'est pas hyper simple. Et puis, ça reste assez... c'est dur à se conceptualiser ce qui se passe derrière tant qu'on n'a pas mis les mains dedans et tant qu'on n'a pas passé un peu de temps dedans. Et donc, si on veut être conseiller, orienté, c'est ça, dans l'IA ou dans les... Aujourd'hui, je fais beaucoup de formations. Donc, si on veut être formé. Mais aujourd'hui, j'essaie de me réinventer un peu et de sortir de ce côté un peu formation, même si ça fera toujours un peu partie de moi. Peut-être aller sur du conseil ou même sur des missions un peu terrain. Donc, si des personnes recherchent des gens dans la data science ou la data analyse, moi, c'est des choses que... voilà. On va t'amener à regarder ce qu'on a fait avec Radio Sport sur les datas, les statistiques de la Coupe du Monde. Ouais. Tu pourras nous donner ton avis d'ailleurs. Ok. Merci Magali. Bonne suite. On a bien compris qu'il y a le sport, il y en aurait tout le temps. En fait, tous les week-ends, tous les jours, presque, non ? Ouais, quasiment tous les jours. Un jour sans sport, c'est un jour, raté. Un peu fade. Non, pas raté, mais bon, voilà. Enfin, tant qu'on ne t'oblige pas à te lever à 5h du matin, si j'ai bien compris. Ouais, tant que c'est un choix, ça va. C'est pas une obligation. Merci beaucoup Magali. Merci à toi Fabrice.